si on peut démarrer, ben, je vais tout de suite donner la parole à Jacques Bulmakers, qui va nous parler de l'institution qui apprend. Merci à vous tous qui êtes là, ceux que j'ai déjà rencontrés dans les groupes de formation, Marc bien sûr, et certaines autres personnes que je connais du passé. C'est vrai que je vais un peu reprendre les thèmes qui sont chers, et pour certains, il y aura peut-être l'institution qui apprend. La famille qui apprend, si j'écoute Jean, il nous a pas mal introduit à l'idée que le fait que le bébé, même avant que le bébé naisse, quelque part, il s'inscrit, et donc il apprend quelque chose de l'histoire, de la narration comme indigène. Institution qui apprend, la famille est une institution. L'école aussi, comme disait Marc au début, aussi évidemment nos institutions plus, comment dirais-je, plus spécialisées, que ce soit l'hôpital psychiatrique, que ce soit nos maisons d'enfants, que ce soit la prison, que ce soit les hospices ou les maisons de repos dans lesquelles nous vivons tous terminer notre vie, pas tous quand même. Il n'y a encore que 5% de la population âgée qui se repose en maison de repos, c'est très raisonnable. Donc institution, c'est un peu tout cela, et c'est vrai que la plupart de nos institutions se justifient pour des raisons très honorables. Moi je peux tout à fait comprendre qu'une société crée à un moment donné la prison, je peux comprendre qu'une société à un moment donné a besoin de l'hôpital, etc., a besoin des écoles. Donc nos institutions, et là j'introduis un mot qui est un peu le mien, celui des Caïm aussi, c'est que nos institutions et les familles aussi ont effectivement des programmes officiels très honorables. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles ces institutions existent sont tout à fait entendables, écoutables, etc. Nous pouvons effectivement être très à l'aise avec ça. Ce que je dois effectivement dire, c'est que les programmes officiels de nos institutions sont souvent évidemment des idéaux ou des mythes. Très rapidement, le programme officiel de la prison, c'est qu'elle resocialise, elle réhabilite. L'hôpital psychiatrique guérit. Ça c'est le programme officiel. Si je prends ces deux exemples-là, l'école permet d'avoir des diplômes. On peut s'interroger quand même. Donc les programmes officiels de nos institutions ont ce paradoxe, si vous voulez, de proposer quelque chose d'idéal, quelque chose de mythique. Pourquoi? Parce que de fait, par rapport à ces programmes officiels, il y a la réalité. Et la réalité ne suit pas toujours, si vous voulez, la mission, le programme officiel que l'institution s'est donné. Je peux prendre des choses extrêmement simples. Même la famille comme institution, lorsque deux personnes décident de faire un couple, de se marier, enfin se marier ou vivre ensemble, de faire des enfants, elles se marient. Vous avez effectivement le programme officiel du mariage qui apporte une série quand même de contraintes. Ok. Alors ils se marient bien sûr parce qu'ils s'aiment bien, en général, pas toujours si j'écoute les histoires de gens. Mais dès que les gens se mettent à vivre ensemble, il y a le quotidien qui est là. Et vous savez comme moi, dans les histoires de couple et de famille, que progressivement, le quotidien va créer toute une série de règles. Je vais de suite vous donner le nom, je les appelle les règles implicites. Ce sont effectivement les règles qui se créent, qui sont effectivement la manière dont le couple va gérer la réalité dans le quotidien, avec un plus ou moins grand accord, si vous voulez, ou une plus ou moins grande discordance avec effectivement le programme officiel. Nous sommes un couple, 1968, nous avons imaginé le couple dans la parfaite égalité. L'homme et la femme travaillent, chacun a son salaire, chacun a son compte en banque, etc.
Et puis dans le temps, eh bien, c'est trop l'arrivée des premiers enfants. L'égalité est un peu plus difficile à vivre dans le quotidien que dans la théorie, que dans le programme officiel. Et les discordances, les décalages commencent à s'installer. Et 10, 15 ans après, nous avons un couple qui se retrouve bien mal parce qu'il se sent plus très en accord avec le programme officiel qu'il s'était donné, et je dirais même reproduisant ce qu'ils avaient au nid, à savoir effectivement la femme au foyer, la dame qui fait la vaisselle, etc., et le père ou le mari qui rapporte l'argent. Mais on a 10 ans après. Donc les règles implicites pour moi, c'est effectivement, ce sont les manières, les façons dont tous les systèmes ont de pouvoir gérer quelque chose de l'ordre du quotidien par rapport à un programme officiel qui est idéal, si vous voulez, et qui très très souvent est inatteignable. Si je prends la prison réhabilite, oui. Il faut chercher, il faut vouloir pour que la prison réhabilite. Je peux prendre évidemment énormément d'exemples sur ce terrain-là. Bon, que je prenne effectivement comment dirais-je, la famille. Alors, c'est vrai que l'institution mariage, par exemple, avec ses contraintes, ne fait jamais l'amour. L'amour, si vous voulez, ou la relation qui se joue entre les deux membres du couple, n'ont pas grand-chose à voir avec le mariage. Ok? Donc nous avons là des décalages. Alors, ce que je voudrais rapidement dire ici, c'est que quand les événements et la réalité quotidienne, ou la réalité de la vie, si vous voulez, n'est pas trop, ou n'entre pas trop en discordance avec le programme officiel d'une institution, eh bien, on constate que la souplesse, une certaine créativité subsiste. Les choses ne se passent pas trop mal. On peut même voir à un certain moment donné comment un certain nombre d'institutions ont prévu, je dirais, des méta-règles qui permettent de changer le programme officiel. Ce qui crée effectivement une adaptation, une souplesse, etc. Donc, dans un bon nombre de situations, lorsque le décalage ou la discordance, ou l'écart, si vous voulez, entre le programme officiel et la réalité du quotidien est relativement, disons, faible, eh bien, vous avez production de créativité, de souplesse, de méta-règles qui permettent de changer, etc. Vous verrez de suite que dans d'autres cas, lorsque l'écart grandit trop, que le décalage devient trop important, vous avez production de règles implicites dysfonctionnelles, et parfois gravement dysfonctionnelles. Je prendrai des exemples. Je peux prendre un exemple que je peux qualifier de fonctionnel, pour des raisons économiques, principalement des raisons de meilleure gestion, d'économie d'échelle, etc. Il a été à un moment donné prôné que les écoles deviennent mixtes. Ça rejoignait d'ailleurs quelque chose d'un autre programme officiel de type idéologique. Il faut qu'on cesse avec l'exclusion des garçons d'un côté et l'exclusion des filles de l'autre. Donc on a créé des écoles mixtes. Donc on a pu changer le programme officiel de la plupart des écoles. Vous vivez depuis, moi j'ai encore connu les écoles unisexes, vous vivez depuis des années l'école mixte, nous la vivons. On peut prendre conscience que ce changement, programme officiel, qui s'est installé, n'a pas du tout été, je dirais, accompagné d'une réelle gestion de ce que signifiait la mixité. À part qu'on a évidemment créé des toilettes pour garçons et des toilettes pour filles, ok, la plupart des écoles, on a mis les garçons et les filles ensemble, et puis adieu. Personne ne s'est trop interrogé sur qu'est-ce que ce changement officiel allait provoquer dans le quotidien. Aujourd'hui, nous savons, et un certain nombre de personnes, psychologues en tête, pensent qu'il faudrait revenir vers des écoles unisexes au moins à l'adolescence. Pourquoi?
Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que dans les écoles secondaires, les garçons faisant des crises d'adolescence assez différentes de celles des filles se retrouvaient les derniers de la classe, ou à peu près, caricature, et les filles dans les premières. Donc vous avez tout à coup dans l'école secondaire une réussite majoritaire des filles et effectivement des garçons à la traîne. Bon, je caricature, mais cette sensation, si vous voulez, que les garçons dans une école mixte ne peuvent pas quelque part s'épanouir, ils sont manifestement disqualifiés par la réussite des filles. Je vois que certaines réagissent avec horreur. Alors, c'est pas inintéressant de voir ça. C'est une caricature, je suis prêt à entendre toutes les exceptions possibles. On ne peut pas tout à fait nier le phénomène. Dans beaucoup de familles, même, aujourd'hui, c'est les garçons qui échouent, ou qui ont du mal, qui jouent, qui redoublent, etc. Et c'est les filles qui réussissent mieux, passent d'année en année sans trop de problèmes. Elles sont toutes géniales, je suis bien d'accord, il y a des garçons qui réussissent bien. Manifestement, un différentiel qui s'est créé. Ce différentiel n'est pas géré du tout. C'est-à-dire que les effets, je suis systémicien, les effets que provoque chez les garçons et les filles cette situation-là n'est pas sans conséquence dans nos propres familles, dans les écoles elles-mêmes. Ça, c'est pour nous sentir qu'un programme officiel a pu changer et que les règles implicites qui se sont créées à partir du nouveau programme officiel ont été peu gérées. Quand je dis peu gérées, il y a évidemment des cas d'exception, il y a des écoles dans lesquelles tout ça s'est passé de façon très très chouette. Il y a quand même de façon assez générale des écoles, comme je le dis, qui ont provoqué ce type d'effet. Les garçons et les filles, les familles, devant s'en accommoder. Puisque quelque part, nous n'avons évidemment pas de moyens immédiats pour résoudre ce type, effectivement, de décalage de problème. Lorsque la réalité ne rejoint pas trop les programmes officiels, les règles deviennent dysfonctionnelles. Je prends encore un exemple de l'institution scolaire. En 1985, aussi des raisons économiques, l'État belge décide effectivement que l'enseignement secondaire sera obligatoire jusqu'à 18 ans. Bon. Alors, quelles étaient les raisons économiques? C'est que, je m'excuse de caricature, qu'un bon nombre de filles immigrées, entre autres, ou un bon nombre de familles, de filles ou de garçons de familles plus modestes, faisaient des professionnels. Et qu'à la fin des professionnels, si vous vous souvenez, on avait droit au chômage. Parce que c'était un enseignement finalisé. Et donc, à 14-15 ans, si j'avais fini effectivement les quelques années de professionnel, eh bien, je pouvais d'entrée de jeu avoir droit au chômage. Et donc, vous aviez des familles où les filles, surtout immigrées, où les filles ayant terminé sans trop de problème, eh bien, se retrouvaient à 16 ans, amener le chômage à la famille. Et l'État a vu ça vraiment comme quelque chose d'inacceptable. Et donc les vraies raisons, ce ne sont évidemment pas que les enfants bourgeois et de riches puissent aller à l'école jusqu'à 18 ans. Ils y allaient déjà. Dans les familles bourgeoises et riches, même si on va à l'école, on essayait même jusqu'à 20 ans, 25 ans à la limite. Donc ça visait bien, effectivement, les populations plus pauvres, et en fait, les réseaux économiques autour du chômage. Mais ce faisant, on a créé une situation totalement dysfonctionnelle. Un bon nombre, je l'ai vécu, un bon nombre d'adolescents qui, effectivement, à 14 ans, entraient sur le marché du travail, qui à l'époque permettaient des tas de petits boulots. Mais ces ados très très vite gagnaient leur argent en poche à minima. Oh, ils étaient exploités, je suis d'accord, dans tous les petits boulots, mais ils avaient leur argent en poche. Ils étaient relativement assez autonomes. Les voilà donc astreints à l'école, jusqu'à 18. Est-ce que les écoles étaient prêtes à recevoir tous ces garçons et toutes ces filles, surtout les garçons?
Eh bien, si je reprends la commune de Scarbeck, que je connais très bien, puisque j'y étais, ben, les écoles n'étaient absolument pas prêtes. On n'avait même pas les locaux. Bon, la conclusion, c'est quoi? Eh bien que pour le cours de technique, menuiserie, fer, peu importe, vous aviez un atelier avec autant de place. On divisait évidemment le nombre d'élèves par deux. La moitié restait dans le couloir en attendant 2 heures que la première moitié est terminée. Et puis on échangeait. Et puis on s'est plaint que les choses se passaient mal dans les couloirs. Et que les gosses y étaient violents, ou de plus en plus injurieux vis-à-vis des éducateurs ou des surveillants, ou, pire ou mieux, hein, ils allaient à City 2. Et progressivement, effectivement, si vous dites à un ado de rester 2 heures dans sa couloir en attendant de pouvoir aller limer en se faisant engueuler, limer un morceau de fer ou limer un morceau de bois, je m'excuse, hein, les écoles n'étaient absolument pas prêtes à recevoir cette masse d'adolescents entre 14 et 18. Mais personne ne s'en est inquiété. Si, des gens comme nous en Scarbeck, hein, Jacques Lissenborg et d'autres. Donc ce sont des lois scélérates dont les effets pervers sont extrêmes, au profit, si vous voulez, d'un effet positif extrêmement faible. À savoir que, bien sûr, grâce à ça, quelques filles et quelques ados qui n'auraient pas terminé leurs études, qui auraient été travaillés, qui étaient intelligents, ont pu terminer, puisque l'obligation scolaire les amenait jusqu'à 18 ans. Mais à côté de ces petites proportions où la loi est positive, la loi est véritablement perverse pour la plupart. Pour moi, c'est extrêmement important de vous faire sentir dans des exemples comme ça qu'un programme officiel peut créer des règles extrêmement dysfonctionnelles qui donc sont génératrices de violence. Remettez-vous, essayez d'imaginer 15 ou 20 ados dans un couloir qui attendent 2 heures. Bon. Impossible de les mettre dans une salle d'études et de leur dire allez lire les bouquins, ça n'est pas l'école de Scarbeck, la salle d'études, elle n'existe pas. Très peu. Je peux multiplier les exemples, mais pour moi ils sont extrêmement importants, si vous voulez. Donc comme systémicien, mais je ne peux pas penser autrement que en réaffirmant ici que lorsque le décalage ou la distance est trop grande entre un programme officiel, aussi bon soit-il, aussi respectable soit-il, et la réalité, il y a production de règles implicites dysfonctionnelles qui vont souvent se jouer alors dans la violence, dans les disqualifications, dans la dépression aussi. Parce que si ces gamins adolescents peuvent devenir violents, à l'arrière-plan, ils sont disqualifiés et ils sont aussi un peu dépressifs. Ils ont conscience, quelque part, qu'on les trompe, que la société les trompe. À savoir, vous aurez du travail si vous avez un diplôme. Mais dès l'école, le diplôme est inaccessible, ou en tout cas, il n'est pas sérieusement atteignable. Vous avez une réelle dépression. C'est-à-dire que les gamins, font bien le bilan. Qu'on leur ment, on les trompe, on trahit si vous voulez, on leur dit que, et en fait, il se passe autre chose. C'est très très clair pour moi, ce phénomène-là. Il s'ensuit alors un autre phénomène, qui est de plus en plus actuel, c'est que lorsqu'un programme officiel n'arrive pas, si vous voulez, à s'imposer, je dirais, correctement, c'est-à-dire en accord avec la réalité, eh bien, le pouvoir aujourd'hui, ou les adultes aujourd'hui, la politique, n'ont de cesse alors d'inventer des nouveaux programmes officiels de type second. C'est-à-dire qu'on va créer de plus en plus de règles qui prétendent donner une réponse, si vous voulez, à ce type de problème. Alors, c'est des trucs assez étonnants. Donc, le pouvoir politique prend conscience des lacunes du programme officiel et on en rajoute une dose. C'est-à-dire on rajoute du programme officiel.
Aujourd'hui, ça se fait effectivement sous des formes extrêmement, comment je vais les appeler, circonstancielles. Hein? C'est-à-dire que tout petit événement va donner lieu à une nouvelle loi. Hein? Donc un nouveau programme officiel. Hein? On ne sait pas reconnaître les jeunes qui chaînent dans les quartiers avec les gendarmes parce qu'ils mettent des cagoules. Eh bien, on crée une nouvelle loi, les cagoules seront interdites. Hein? C'est-à-dire qu'on s'éloigne évidemment de plus en plus, le décalage avec la réalité va grandir. Hein? Comment voulez-vous sérieusement penser que les cagoules vont disparaître parce qu'une loi les interdit? Hein? C'est assez extraordinaire. Hein? Donc en fait, le gosse devrait toujours enlever sa cagoule dès qu'il voit des flics. Hein? Parce que le flic va pouvoir le reconnaître. Les cages d'escalier sont dans les cités le lieu de rassemblement de jeunes qui tombent parfois à consommation de drogue, à bagarre, etc. Eh bien, on a interdit les cages d'escalier. Hein? Où est-ce que les jeunes vont aller? Ça personne ne dit. Ou en quoi est-ce qu'il y a de meilleurs endroits que les cages d'escalier? Et donc c'est incroyable, si vous voulez, comment aujourd'hui, tous les petits événements, les événements souvent dramatiques, vont enclencher de plus en plus, non pas des programmes officiels de type loi avec un grand L. Hein, la loi, par exemple, étant, avec un grand L, tu ne blesseras pas l'autre, tu ne tueras pas. Hein, on va créer des petits règlements qui, soi-disant, sont une réponse aux difficultés, en l'occurrence de la police, des adultes, de la société par rapport aux jeunes. Même topo avec l'idée de, en France, je prends beaucoup d'exemples français, l'idée de pouvoir ouvrir des cartables pour voir s'il y a des armes. Personne n'a réfléchi à ce que ça signifiait d'ouvrir systématiquement les cartables à 300, 400, 500, 1000 élèves qui entrent dans une cour de récréation. C'est totalement irréaliste. Il est évident qu'avant, jamais les directeurs ne se sont très fort inquiétés si à un moment donné, ils avaient l'impression qu'un élève avait des choses interdites dans son cartable. Je pense que les directeurs n'ont pas attendu la loi pour pouvoir le faire ouvrir. Mais c'était toujours en fonction d'une situation concrète. Donc c'est extrêmement important de voir comment il y a dans notre société aujourd'hui un glissement qui disqualifie quelque part les lois avec un grand L au profit de règles et de petits règlements circonstanciels. Ce qui veut dire quelque part une perte profonde, si vous voulez, de ce que représente la loi. Et la loi dans le sens un peu profond, un peu lourd du terme, une véritable disqualification, qui rejoint, et c'est ce que je vais essayer de dire après, qui rejoint une réelle peut-être mutation, c'est-à-dire un réel changement de vision du monde de la part des plus jeunes. Si je reprends cet exemple des problèmes de quartier, je peux prendre ceux des cités en France, mais je peux prendre ceux qui ont les émeutes qu'a eu Anderlecht, etc. Le problème, si vous voulez, comme systémicien, c'est que d'une certaine façon, la police, dans ces quartiers, dans ces cités, eh bien la police n'est plus tiers. Normalement, dans notre société, nous avons plusieurs voitures. Nous nous engueulons avec celui qui nous a abîmé notre voiture, ou nous sommes dans une dispute de couple, et les voisins appellent la police. Bien, la police arrive avec un statut de tiers. Elle n'est en principe ni pour l'un ni pour l'autre. Elle va tant bien que mal tenter, dans la situation, de sortir comment permettre aux antagonistes, aux protagonistes, de ne pas en venir aux mains, et de résoudre, en tout cas, faire progresser le problème, je dirais, en fonction de la loi ou en fonction
je dirais, de la réalité. Dans les quartiers, lorsque la police n'arrête pas de jouer via les contrôles, un peu cow-boy, disons-le, mais progressivement, la police n'est plus tiers. Elle est protagoniste. Il y a un certain nombre de gens qui parlent d'ailleurs, à propos des cités françaises, la police, effectivement, est vécue comme, effectivement, des occupants. C'est une armée d'occupation. Et les policiers estiment, disent-ils, que les cités sont effectivement des problèmes de territoire, dans lesquels c'est des territoires de non-droit, dans lesquels, quelque part, ils ne peuvent aller que comme armée d'occupation. C'est intéressant, ces mots, si vous voulez. Alors, je peux comprendre que dans les quartiers et les cités, il peut naître, à un moment donné, quelque chose de proche de l'intifada. Lorsque vous avez la sensation d'être occupé dans votre quartier par les flics ne sont plus des tiers, ils sont des protagonistes. Et donc il est logique qu'à un moment donné, les combats aient lieu entre les deux parties. Et c'est extrêmement important, si vous voulez, cette perte, si vous voulez, où à un moment donné, eh bien, des gens qui devraient être dans le rôle de tiers ne le sont plus. Parce qu'à ce moment-là, qui peuvent être les tiers? Et dans certaines cités, assez étonnamment, mais ça a réussi, ce sont souvent des animateurs culturels qui vont se positionner et s'instituer comme tiers, entre qui? Entre la police. Prouvant bien que la police n'est plus tiers. Et c'est extrêmement grave, hein, parce que ça a l'air des petites histoires que je raconte, mais c'est extrêmement important parce que ça change radicalement ce que Jean appelait, à savoir, et Bergson a un moment développé, normalement, nous avons une certaine image, nous attendons que l'autre, qui a un statut policier, se conforme à quelque chose de ce que nous croyons être la police. Et nous avons, si je vais dans un bureau de poste, je m'attends, comme disait Jean, je prends un autre exemple, à ce que le guichetier au bureau de poste me vende des timbres, me fasse le recommander, etc. Donc il y a, si vous voulez, des définitions rationnelles qui précèdent, qui effectivement sont disent quelque chose de notre vision du monde, mais qui rend aussi les relations efficaces, fonctionnelles, etc. Ici, c'est ça qui est perdu. Enfin, perdu, ou en tout cas, il est ignoré ou en problème. Lorsque je dis que les policiers, à travers leur contrôle d'identité multiple, enfin très, très fréquent et un peu cow-boy, j'ai envie de vous raconter une histoire que moi j'ai vécue quand j'avais 23 ans, 22 ans. Ici à Namur, qui dit déjà, si vous voulez, que quelque chose de cet aspect cow-boy existait. J'étais candidat officier, je rentrais à Arlon d'une permission, et on est arrivé à Namur, il n'y avait plus de train pour Arlon, il n'y avait jamais voulu faire. Et nous sortons de la gare de Namur avec un collègue, en uniforme, au début d'étoile, et nous sommes à peine sortis. Il y avait des MP qui circulaient dans une jeep. Et nous voient, et ils s'arrêtent vraiment comme des cow-boys, à côté. Ils nous entourent, les trois MP nous entourent. Bon, qu'est-ce que vous faites là? Bon, alors, très rapidement, on leur montre le papier de la gare, comme quoi le train n'existait plus, le train n'est pas rentré comme convenu. Alors, très gentiment, ils disent, pas de problème, vous venez loger avec nous à la caserne de Namur. Et au moment où nous atterrons, il y avait un pauvre clochard, un peu sous, disons-le, qui a vu la scène, et qui a pris à partir des MP en, bon, pas le jugeant vraiment, mais en grosso modo, le message du clochard était très honnête, mais enfin, laissez ces jeunes tranquilles, ils n'ont rien fait. C'est vrai que la minute suivante, le clochard n'a pas pris conscience qu'après tout, nous et les MP, on était la minute suivante devenus copains. Enfin, il n'y avait aucun problème entre nous et les MP. Vous
très allés nous loger. On remonte dans la Jeep. Bon. Qu'est-ce que les MP disent? Ah ben celui-là, on va l'avoir. Et commence une chasse à l'homme, 1h30 de chasse à l'homme dans la mur, hein, pour essayer effectivement de coincer ce clochard. Hein. Et nous avons, et alors les MP étaient fiers hein, devant 2 jeunes candidats officiers, hein, je vous promets que le rodéo a été agréable. Alors c'est intéressant, par radio, ils ont de suite demandé, parce qu'ils ne peuvent pas arrêter les civils, ils ont de suite demandé la collaboration de la police. Et vous voyez à la mur, il y a une passerelle au-dessus du chemin de fer. Hein. Et le rodéo a commencé à tourner autour de la gare pour essayer de récupérer. La police de son côté avec une camionnette et nous avec la Jeep. Mais ça, c'est typique, si vous voulez, de ce qui se joue dans les quartiers ou dans les cités. Où à un moment donné, ces jeunes policiers, ces jeunes gendarmes, qui n'ont jamais de casilage, des jeunes en question, hein, bon, eh bien, ils s'installent, si vous voulez, une escalade symétrique, si je reprends des mots de type systémique, hein, qui va faire que progressivement, hein, eh bien, nous sommes face à des partenaires d'un grand jeu. Le grand jeu des rap, à un moment donné, c'est ce qui est écrit, hein, si je reprends Jean, c'est prévisible. Non, c'est même attendu. On pourrait même imaginer que ça ne peut pas se passer autrement. Ok? Et pour moi, c'est vraiment des exemples, je dirais, importants, si vous voulez, où pour reprendre les idées, genre la définition relationnelle, c'est-à-dire la vision du monde que l'on a, va quelque part hein, prédire la manière dont les choses vont se passer. Alors, Jean a appelé ça un peu la banalité. Hein, c'est une banalité parfois dramatique. Je peux donner un autre petit exemple autour de ça, extrêmement intéressant. Toujours mes aventures militaires. Devenu officier, je deviens officier de réserve, quelques années plus tard, je fais des rappels. Hein, je me retrouve dans un rappel à Liège, à la caserne de Fonds exactement, avec comme thème de ce week-end de rappel l'ennemi intérieur. C'est pas beau ça, hein? Et donc j'ai un officier du S2, c'était le service secret, qui vient nous apprendre et nous enseigner comment, en cas de guerre ou de trouble, notre régiment était en première ligne pour lutter contre l'ennemi intérieur. Et il nous raconte quelque chose sur l'ennemi intérieur. Évidemment, à un moment donné, il ne peut pas s'empêcher de dire, de nous apprendre qui est l'ennemi intérieur. Et je suis très étonné d'entendre citer la GERP qui était l'institution qui avait créé. J'étais le fondateur de cette équipe, de ce centre de crise, centre de santé mentale, dans un quartier de Scardet, et voilà que j'étais mon propre ennemi intérieur. Alors c'est extrêmement intéressant. Les services secrets ne pouvaient pas penser autrement que des associations qui travaillent avec les immigrés ne peuvent à un moment donné que entrer en collision avec ces immigrés et donc devenir l'ennemi intérieur. C'est intéressant, si vous voulez. Comment je ne sais pas comment appeler ça, cette espèce d'a priori, si vous voulez, à partir d'une certaine vision, hein, eh bien, les conséquences viennent. Hein. Notre individuel, dans un quartier immigré, ne pouvait être qu'en collision avec l'ennemi intérieur. J'ai posé la question, mais je suis effectivement. Hein. Alors, j'ai dit au mec, mais je suis un peu étonné que les services secrets n'ont pas vu dans la liste des fondateurs qu'il y avait plusieurs officiers de réserve. Entre les médecins. Alors, il est retourné de suite sur ses pattes. Mais c'est une excellente chose. Hein. Nous pouvons compter sur vous s'il y a des troubles pour être du côté de la Belgique. C'est pas beau ça. Hein. Et de ne pas être du côté des immigrés. Et il est retombé sur ses pattes. Mais il n'a pas changé quelque part son anticipation, sa prédiction. C'est des trucs extrêmement intéressants. Je vais vite. Oui, j'avais d'autres exemples, je vais passer un peu dessus. J'avais l'exemple des chômeurs ou l'exemple effectivement des clandestins. Ce que je voudrais dire peut-être avant ça,
c'est que nous avons vécu, j'ai vécu pendant plusieurs années dans mon boulot professionnel et dans le contexte culturel, dans cette fameuse société État-providence. C'est-à-dire où quelque part, face à la misère, face effectivement à toute une série de dysfonctionnements, à la délinquance, à la maladie mentale, il y avait l'idée, si vous voulez, que la société était pour quelque chose. Je vais très très vite. Au fond, si on arrivait à ce que la société fonctionne un peu différemment, eh bien, on verrait quelque part la misère diminuer, la délinquance diminuer, la maladie mentale être prise de façon un peu plus humaine, etc. Cette conception, je dirais, de la société a véritablement changé. Aujourd'hui, au moins depuis une quinzaine d'années, il y a un véritable tournant. L'État-providence est critiqué par tout le monde au profit. C'est là que je vais commencer à me distinguer un peu de ce que Jean disait, au profit effectivement d'un accent mis sur l'individualité, sur effectivement la responsabilité des personnes. Donc la société ne serait plus responsable, même en partie. Ce sont les personnes qui, à travers leur choix personnel, deviennent responsables de leur situation. Et c'est vrai que notre société aujourd'hui pense profondément que le chômeur est chômeur parce que quelque part il a pris la responsabilité, il a fait de mauvais choix, il a pris la responsabilité dans sa vie qui l'ont amené à être chômeur. C'est pas qu'il manque du travail. Bon. On va voir si la crise actuelle financière et économique va changer effectivement les choses. Le clandestin, c'est évident qu'il est clandestin parce qu'on l'a bien voulu. Donc il est presque normal que nous le maltraitions, que nous l'enfermions dans des conditions invraisemblables, puisque quelque part, c'est lui qui a décidé de venir. C'est lui qui est responsable. Mais je peux dire la même chose, évidemment, aujourd'hui, des jeunes. Nous n'arrêtons pas quelque part de lancer le message aux jeunes qu'ils sont responsables de ce qui leur arrive. Ils doivent aussi se responsabiliser, ce qui n'existe pas dans le dictionnaire. En dictionnaire, il y a prendre ses responsabilités. Et se responsabiliser, ça c'est un mot new look de notre culture. Les parents doivent se responsabiliser. Mais je vous signalerai quand même que pour le moment, dans ce changement de paradigme, c'est extrêmement difficile. Le jeune, il est responsable, mais il n'y a aucun moyen. Il est un peu comme un enfant prématuré. Bien sûr, l'enfant prématuré potentiellement peut marcher. Bien sûr, l'enfant prématuré peut... Enfin, prématuré à la naissance, hein, je ne parle pas du prématuré. L'enfant naît prématurément, comme disait un peu Jean. Il doit devenir humain. Eh bien, d'une certaine façon, potentiellement, l'enfant peut marcher, peut écouter, peut lire, peut écrire, etc. Faut-il qu'à un moment donné, le contexte culturel et les adultes et familial donnent les moyens? Nous savons que quand un bébé n'a pas les moyens, ne trouve pas sur sa route les moyens, ses potentialités, loin de s'épanouir, s'éteignent. Alors mettez-vous à la place des adolescents. On leur dit qu'il faut faire un couple, vivre leur sexualité. On leur dit effectivement, mais tu ne peux être un homme, un citoyen que si tu es amoureux, que si tu as un diplôme, etc. Mais pour toute grande partie défavorisée, c'est pas sérieux. Bon, comment voulez-vous que le jeune immigré de 20 ans se mette en couple, trouve un appartement, sans argent, sans boulot? Donc, il est condamné à une sexualité violente, ou en tout cas problématique. La même chose pour le boulot. Les jeunes ont vite fait le calcul que le boulot, il n'y en avait pas pour eux, s'ils sont effectivement immigrés au Cameroun. Ils sont bien conscients, effectivement, que même s'ils trouvent des façons de s'organiser, c'est-à-dire même louer à plusieurs un petit appartement, etc., ça sera vécu par la société comme des lieux de débauche et des lieux problématiques. Alors je peux poursuivre, essayer d'imaginer à un moment donné
que les messages que nous envoyons aux jeunes à partir de l'idée qu'ils sont responsables, seuls responsables de ce qui leur advient, est une idée très à la mode, mais enfin, très problématique aussi. Jean-Paul Gaillard, qui est un ami qui travaille en France, psychologue aussi, va plus loin en disant que nous n'avons peut-être pas conscience que la génération, les jeunes générations sont en pleine mutation. Sont, dit-il, à un moment donné, des mutants. Ils ont parfaitement intégré quelque part cette idée, et là je me dissocie de ce que Jean disait, où on ne peut pas exister en appartenant à sa famille ou à un groupe social, etc. Mais aujourd'hui, le message, tu ne peux exister qu'à travers ton propre responsabilité, tu es le seul responsable, et à travers, effectivement, je dirais une série d'objets. Et c'est des objets, si vous voulez, qui font l'existence. Le GSM, l'Internet. Effectivement, dans bon nombre de nos institutions, on va à un moment donné priver un enfant ou un ado de GSM. Mais si le GSM est véritablement coextensif à son existence, lui supprimer le GSM, c'est lui supprimer son existence, il n'existe plus sans GSM. Et je peux multiplier les exemples. Comment dirais-je, Jean-Paul Gaillard en a beaucoup, mais c'est extrêmement intéressant de voir comment, dans cette nouvelle donne, donc comment dirais-je, cette nouvelle donne psychosociale, psychosociétale, exactement, eh bien, un bon nombre de jeunes sont des vrais mutants, c'est-à-dire ne peuvent plus rentrer du tout dans nos anticipations, entre autres les anticipations d'appartenance, les anticipations d'autorité. Ils fonctionnent avec une définition, c'est mutant, avec une définition de type égalitaire, comme sur Internet. Bon, mais ils se retrouvent dans une classe où le professeur joue l'autorité. Et la relation est totalement boiteuse, si vous voulez, parce que l'adulte lance le message anticipatif. Tu es l'enfant, tu es l'adolescent, je suis l'adulte, le prof, etc. Donc, un écart de type complémentaire, et le garçon, lui, est dans un modèle type égalitaire. Tu es mon égal. Et bien, vous avez les explosions d'injures, vous avez les explosions... Bon, et les deux ne peuvent plus se comprendre, si vous voulez. Il y a un réel décalage culturel, il y a une véritable mutation psychosociétale entre nos ados aujourd'hui et nous adultes. Alors, nous aimerions qu'ils appartiennent effectivement, qu'ils aient des sentiments d'appartenance. Sentiments d'appartenance qui créent d'ailleurs un certain nombre d'interdits et donc de transgressions. Mais comme dit Gaillard, la plupart des jeunes aujourd'hui, ou de moins en moins, ne connaissent même l'idée de transgression. Il y a l'idée, à un moment donné, prendre l'exemple du piratage, il y a l'idée qu'à un moment donné, les adultes pourraient nous punir, injustement d'ailleurs, de quelque chose qui pour nous est une évidence. C'est typiquement le piratage. Pour les jeunes, pirater n'est évidemment pas une transgression. Pirater la musique, des dessins du cinéma, etc., c'est pas une transgression. C'est une évidence que c'est à ça que sert Internet. En porte-à-faux, puisque à un moment donné, nous ne rejoignons pas du tout ce qui est anticipé ou ce que le jeune ou les jeunes peuvent avoir comme anticipation de nos comportements, de nos relations. Et donc vous avez un véritable décalage entre les relations, les définitions relationnelles attendues, de part et d'autre, de la part des adultes et de la part des jeunes. Alors bien sûr, on peut se réconforter, nous les adultes, en se disant qu'aujourd'hui, tous les jeunes ne sont pas encore des mutants, qu'il y en a qui sont à moitié mutants, un petit peu mutants, presque mutants, etc.
Il n'empêche que le mouvement est lancé, et là c'est extrêmement important, que l'idée, effectivement, que nous existerions parce que nous appartenons avec, effectivement, la culpabilité des transgressions autour des règles d'appartenance, eh bien, c'est en train d'être totalement remis en question au profit, effectivement, de l'idée tu es responsable de ce que tu deviens pratiquement dès le début, dès l'enfance, etc. Et tu n'as de compte à rendre, à la limite, qu'à toi-même. Pour le pire ou pour le meilleur. Parce que cette idée-là, si vous voulez, c'est aussi, au niveau, je dirais, mythique, Steve Jobs, Apple et une série de gens qui se sont faits par eux-mêmes et qui sont arrivés à se faire des fortunes. Donc ce n'est pas tout à fait par hasard que l'on dit aujourd'hui à chacun ses responsabilités, à chacun effectivement de se débrouiller dans la vie. D'ailleurs, un certain nombre de gens ayant pris leurs responsabilités, ayant fait aussi des bons choix et ayant profité des contextes, ça c'est moi qui rajoute, sont devenus milliardaires, riches, très bien insérés dans la société, payent des salaires plus que confortables. Donc soyons très au clair que cette mutation est en train de s'opérer, oui, mettant en jeu la plupart, effectivement, de nos images du monde, ou de nos conceptions du monde que nous avons, je n'ai pas l'impression que le public est partagé dans les âges, mais qui ont été ceux de notre génération. C'est extrêmement important à un moment donné de peut-être penser à ce changement. Je vais plus vite pour peut-être en arriver alors à l'aspect plus systémique, si vous voulez. Je reprends tout à fait. Mais qu'est-ce qu'une lecture systémique de tous ces phénomènes et dans le quotidien de notre boulot professionnel? Qu'est-ce que la lecture systémique va mettre en avant qui pourrait, je dirais, être un bon outil, ou en tout cas des fils conducteurs qui permettraient à la fois de ne pas renoncer entièrement à notre conception, où l'autorité a du sens, peut-être un peu paternaliste quelque part, nous donnons du sens au fait d'appartenir à un groupe, que nous donnons du sens à l'idée de transgression, etc. Donc de faire le lien entre l'ancien monde, si vous voulez, comme dirait Gaillard, avec quelque part ceux qui progressivement font partie du nouveau monde, d'un certain nouveau monde que Gaillard appelait les mutants. Alors, je dirais trois choses qui rejoindront pas mal ce que Jean a dit, mais la première pour moi, c'est que toute relation, tout travail professionnel est d'abord une rencontre. Ça, quelque part, que l'on soit de l'ancien ou du nouveau monde, eh bien, c'est incontournable. Même si je suis seul responsable de ce que je deviens, je suis quand même obligé, à un moment donné, d'entrer en contact avec les autres. Même si, dans le nouveau monde, je n'attends rien des autres. Okay? Donc, il y a l'idée de rencontre. Et dans tous nos boulots professionnels, moi, je pense quand même que si nous remettons au centre ce simple fait-là, nous nous rencontrons. Et je poursuivrai dans le sens de Jean, les rencontres sont toujours singulières. Elles ont effectivement peut-être quelque chose de banal, puisque nous ne pouvons pas ne pas rencontrer. Et quelque part, elles sont toujours effectivement singulières, c'est-à-dire différentes. Alors, on a dit diversité, et bien c'est là que la diversité va arriver dans la singularité, je dirais, de nos rencontres. C'est pas qu'un mot pour moi, c'est véritablement quelque chose de l'ordre de l'attitude, de l'ordre effectivement de ce qui se passe entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Et si je suis systémicien un peu théorique, eh bien, dès que je dis qu'il y a rencontre, je dis qu'il y a système. Donc, je passe du mot rencontre, qui est un mot
lourd et qui a du sens, qui a du poids, si vous voulez, un mot un peu académique, théorique, de système. Mais si je dis cela, dès qu'il y a rencontre, il y a système, je deviens donc acteur du système, hein, dans la rencontre. Je suis membre de ce système qui se crée. Que ce soit ma famille, que ce soit effectivement la famille avec un thérapeute, que ce soit effectivement une réunion de groupe, que ce soit effectivement des jeunes entre eux, peu m'importe moi les contextes. Je deviens à un moment donné acteur de ce système. Et pour moi, si vous voulez, la deuxième idée, c'est parce que j'accepte d'être acteur de système, c'est-à-dire que j'accepte de me mettre au cœur que j'accepte effectivement profondément de ne pas être l'observateur, mais d'être acteur, que j'accepte effectivement de me mouiller, de me mettre au milieu de, si vous voulez, hein, que quelque part, hein, je peux voir qu'apparaît du neuf, qu'apparaît de la distance, qu'apparaît effectivement du changement, qu'apparaît de l'éthique. Hein. Assez étonnamment, plus je me tiens comme professionnel à l'extérieur de ce qui se passe, plus quelque part je prends une distance bureaucratique ou une distance théorique, moins effectivement je serai agent de changement, moins je serai acteur de quelque chose de neuf qui se passe dans le système. Et donc c'est le paradoxe, si vous voulez, que la systémique amène, c'est comment le fait même d'être au cœur de la relation, au cœur de la rencontre, fait qu'à un moment donné, de la distance, de l'éthique, du changement apparaît. Alors, comment est-ce qu'il apparaît ce changement? Eh bien, pas du tout à partir de l'idée externe ou extérieure, où le professionnel ou un des partenaires aurait le savoir sur ce que l'autre doit changer pour que ça aille mieux, hein? Mais étant acteur de cette rencontre, de ce microsystème, je vais effectivement avoir une action que dans mes mots, j'appelle créer du contexte qui aura pour effet de faire apparaître du changement. Hein? À partir du moment où je crée un contexte différent, hein, eh bien, du changement apparaîtra à coup sûr. Autre façon de le dire pour les systémiciens, si je suis acteur d'un système et que je change, hein, si c'est moi qui change, à tout coup, automatiquement, les autres acteurs du système changent. Et donc vous voyez à travers cette idée très systémique que dans les descriptions que j'ai faites auparavant et qui pourraient être un peu décourageantes ou pessimistes, eh bien la systémique nous permet au contraire de vivre ça. Moi je ne suis pas en problème de me retrouver avec des adolescents mutants, puisque dans la rencontre que je fais avec eux, je ne vais pas chercher de façon autoritaire ou dans l'ancien modèle à leur imposer un changement qui serait celui que je crois nécessaire, mais je vais travailler avec eux à ce que se créent des contextes dans lesquels du changement va apparaître. Et de ce côté-là, je rejoins alors tout à fait Jean, c'est notre capacité à être imprévisible, non pas notre capacité à supporter l'imprévisible ou à supporter la certitude, qui va faire de nous des professionnels, je dirais, compétents. Plus nous avons du mal à supporter cette incertitude, plus nous aimerions que les propositions de changement soient reprises par la famille, par exemple, ou soient reprises par les ados, plus effectivement nous voudrons, et les choses ne se passeront pas comme ça. Si je crée un contexte dans lequel du changement peut apparaître, c'est sûr que je valorise l'incertitude. Je ne sais évidemment pas dans cette formulation quel changement va apparaître et comment effectivement à la fois moi-même et ceux avec qui je suis en rencontre vont effectivement changer. Et là apparaît effectivement la surprise, apparaît du neuf, apparaît quand même dans beaucoup de situations un véritable changement qui sera vécu comme une amélioration. Pas toujours. Et si ce n'est pas le cas, comme systémicien, je vais me mettre sur le métier.
je ne vais pas décourager. Si je suis évidemment dans la rencontre et dans un système où je rencontre l'autre, eh bien, pas de problème. Si le contexte que j'ai créé fait émerger des changements qui sont pour l'autre insatisfaisants, eh bien, pas de problème, je crée un autre contexte avec lui. Donc je ne suis jamais, si vous voulez, démuni. Alors je ne dis pas que je ne peux pas être vexé à un moment donné, je ne dis pas que je ne peux pas à un moment donné être plus malheureux, que quelque part le changement qui apparaît ne soit pas vécu comme satisfaisant. C'est possible. Mais quelque part, je ne suis pas démuni. Ça, pour moi, c'est la grande leçon de l'approche systémique, c'est que si j'accepte d'être au milieu de, au cœur de, c'est à ce moment-là que, paradoxalement, de la distance, ou une distance, effectivement, fonctionnelle apparaît. Plus je me mets à distance, comme observateur, moins je suis donc acteur du système, plus quelque part, je vais, comme un certain nombre de profs, un certain nombre de bons conseillers, de l'extérieur, je vais décider que les choses devraient être comme ça. Et ça ne marchera pas. D'une certaine façon, c'est comment être à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Je peux dire changement, je peux dire distance, je peux dire aussi éthique. C'est à ce moment-là aussi que vous serez confronté comme professionnel à des problèmes éthiques. C'est-à-dire que les règlements, tous les règlements actuels, nous créent de plus en plus des problèmes éthiques. Où nous sommes à un moment donné en dilemme, vais-je obéir aux règlements et me couvrir, ou vais-je accepter d'être acteur du système avec effectivement l'implication d'un moment donné désobéir. Et le problème éthique qui se trouve là. Est-ce que si je suis citoyen à Calais, je vais donner une couverture à manger à un clandestin? Alors que la loi, qui pour moi n'est qu'un petit règlement, interdit aujourd'hui en France et en Belgique d'aider les clandestins. L'éthique se trouve là. Comme à un moment donné, je vais privilégier la rencontre et ce qui se passe dans la rencontre avec le clandestin au coin d'une rue, et la loi qui me l'interdit. Avec évidemment comme conséquence que je peux aller au tribunal. Certaines personnes qui aident les clandestins, je dirais un peu comme dans l'histoire de l'IVG, apprécient d'aller au tribunal parce que c'est clair qu'au tribunal, qui est en difficulté à ce moment-là, c'est le juge. C'est difficile d'avoir d'un côté quelqu'un qui a donné une couverture, qui a donné à manger à un clandestin, qui se verrait condamné à faire de la prison, des amendes, etc. Donc le problème, c'est le juge. Plus les juges sont en problème, c'est ce qui s'est passé avec l'IVG, plus à un moment donné, ils vont estimer la situation insupportable et faire changer la loi. Okay? Et pour moi, c'est vraiment essentiel de vous dire ça. Je peux terminer par une belle petite phrase que j'aime beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui m'a pas mal inspiré quand même dans ma vie philosophique. Lévinas dit « Être responsable d'autrui, c'est être otage. » On l'est injustement, dit-il, mais cet injustement est un élément essentiel de la responsabilité. C'est une très très belle phrase. Lorsque je rencontre un clandestin qui n'a plus à manger, je deviens son otage. C'est injuste, ce n'était pas prévu. Je n'étais pas destiné, si vous voulez, moi, citoyen honorable de Calais, à rencontrer le clandestin. Et cependant, au moment où la rencontre se fait, eh bien, je ne peux pas ne pas prendre mes responsabilités au niveau éthique. C'est-à-dire que si j'ai de fait une couverture ou un sandwich dans ma main, je le lui donne. Je trouve ça, moi, très, très, très beau. Pour terminer sur la diversité, je n'ai plus 5 minutes de plus. Lévinas, un peu comme mon ami Jean, Lévinas, c'est un philosophe, avant d'être philosophe, a essayé de survivre après la guerre. Il était juif, de famille russe, ayant vécu en Allemagne et se retrouvant en France. Il était la diversité par lui-même.
Et c'est vrai que ces gens-là, parce qu'ils ont vécu dans leur histoire cette diversité, ne peuvent pas imaginer des conceptions du monde unilatérales ou des conceptions du monde de type ansémique. Merci.